بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est Zia Marhaba Bik. Il faut commencer tout de suite et se jeter à l'eau vu le nombre important de messages qui nous arrivent. Ils sont tous importants pour ceux qui les ont envoyés, c'est indéniable. Ils sont importants aussi pour nous. Mais je l'ai déjà exprimé, je le réitère encore une fois. Il nous est matériellement impossible de répondre à l'ensemble des messages. Il faudrait nous en excuser. Nous n'avons pas d'abord la prétention de tout savoir, de tout connaître et d'avoir réponse à tout problème. Nous essayons de ramener dans la mesure de nos connaissances les éléments de réponse nécessaires pour vous tranquilliser, pour vous rasséréner. J'essaye, dans la mesure du possible, d'opter pour des questions nouvelles auxquelles nous n'avons pas répondu jusqu'à maintenant pour pouvoir faire profiter un maximum de téléspectateurs et de téléspectatrices des réponses que nous formulons. Je commencerai par ce mail. C'est vrai qu'il vient d'arriver, mais comme nous n'avons pas particulièrement répondu à ce genre de questionnement jusqu'à maintenant, parce qu'un certain nombre de nos frères vivent justement à cheval entre leur connaissance, même parfois sommaire, des bases de la jurisprudence musulmane, le fiqh islamique, et d'autre part sur un vécu quotidien dans un pays d'Occident qui est régi par des lois établies par les hommes et qui se modifient donc à travers les âges et à travers les pays. C'est une dame qui, me semble-t-il, est d'origine marocaine, qui vit en France, qui était mariée pendant une longue période. Elle dit qu'elle est en instance de divorce, qu'il y a des problèmes de partage de biens entre son mari et elle, parce que son mari dispose entre autres de maisons aussi bien en France qu'au Maroc. Il a accepté de lui laisser une maison en France pour son usage personnel, je pense. Et il a refusé de lui donner quoi que ce soit comme habitation au Maroc. Et donc, au-delà de ce partage qui pose problème, elle se pose la question sizienne en ce qui concerne la femme musulmane. Une fois qu'elle est divorcée, après une période plus ou moins longue de vie commune, qu'en est-il des biens qui ont été acquis par le couple pendant cette vie commune? Est-ce qu'il s'agit de biens qui sont à la disposition du mari, de l'épouse? Est-ce qu'ils doivent être partagés à 50-50%? Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on achète quelque chose, il faut dire est-ce que c'est un bien qui a été payé par le mari ou par l'homme? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Mme Fatima? Tfaddal. C'est une question assez pertinente parce que le débat vient d'être relancé sur cette question. On a vu bien sûr la demande de certaines associations féminines qui disent que pour elles, malheureusement, que parfois le fiqh islamique ne tranche pas toujours à la faveur de la femme. Et c'est pour cela que nos fuqaha contemporains ont essayé, ils sont toujours en train de le faire, pour essayer de donner quand même une vision plus claire sur cette situation. Premièrement, on doit rappeler que halal ilallah wa talaq. Donc, normalement, un musulman ne doit pas quand même aller directement au talaq. Il essaie quand même de régler ses problèmes sociaux au sein, à l'intérieur du foyer, par tous les moyens possibles. Et si on arrive à talaq, il doit quand même être l'ultime solution, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres solutions à la disposition de ce couple. Le talaq, une fois prononcé, il doit quand même donner certains droits, et à la femme et aussi au mari. Premièrement, dans le cas où c'est un talaq raj'i, donc on donne cette possibilité et au mari et à la femme de se réconcilier pour revenir vers des nouvelles bases, pour continuer leur vie selon une autre vision différente de celle qu'ils ont connue avant. Deuxièmement, on doit aussi savoir que le fiqh al-islami a proposé, il l'a mis à la disposition entre la justice, entre al-qada et al-aqd, ce qu'on appelle al-mut'a. Cette mut'a n'a pas été définie par le fiqh al-islami, donc elle est laissée à l'appréciation de al-qada qui va la définir en fonction des paramètres qui sont à la disposition du juge ou bien de l'instance judiciaire. Et certains de nos fuqaha sont en train de revoir cette question sur de nouvelles bases, en disant que dans le cas où le mariage ou le divorce va se faire, où il s'est fait
après 1 ou 2 années de mariage, de consommation. Et parfois, le divorce arrive après 40 ans, 35 ans de vie. Et ils ont dit que, dans ce cas-là, elle fait mais couche injuste, c'est-à-dire il met à la disposition du juge pour essayer d'apprécier de manière à essayer de couvrir, de protéger cette femme. On doit en tenir compte aussi de certains paramètres que nous avons développés tout à l'heure à la marge de l'émission. Nous avons dit que la vie n'est plus régie selon des bases de solidarité sociale, c'est-à-dire la femme elle peut se retrouver ailleurs. Et c'est pour cela que certains de nos fuqaha disaient que la justice peut aller jusqu'au point où indemniser la femme de manière à être protégée dans le cas où elle va se retrouver seule après 20 ans, 25 ans de mariage. Revenons à la question des biens, de la partition du bien. Avant, on considérait toujours que les biens, on les considère du côté de Ahl al-Asaba, c'est-à-dire c'est à eux d'hériter tous ces biens-là, parce que la femme, elle ne fait que consommer et gérer partiellement ou bien à distance. Maintenant, on voit que dans la vie actuelle, la femme parfois participe, dans le cas où elle travaille, parfois dans le cas où elle fait quand même un travail à domicile, et par sa bonne gestion, c'est-à-dire qu'elle essaie quand même de faire des économies. Et je pense que chaque mari, même s'il a décidé de faire un divorce, il doit tenir compte de tous ces paramètres-là pour reconnaître quels sont, ou bien quel était quand même l'apport important de cette femme dans le développement financier, économique de la maison. Il doit dans ce cas-là donner la part en dehors de ce qu'elle doit hériter dans le cas où elle reste, où elle voudra l'héritage dans le cas où le mari il va décéder dans sa maladie ou il a divorcé cette femme-là, elle a le droit de l'héritage. Mais en plus de cela, il faut que le mari quand même tienne compte de cet aspect. Et espérons maintenant que Majlis el-Fiqh, ils doivent essayer de régir d'une manière uniforme pour pouvoir quand même donner plus de protection à certains couples et surtout à nos sœurs qui parfois se retrouvent dans une situation injuste, malheureusement, de la part de certains maris. Très bien, voilà ce qu'on pouvait formuler. Il est certainement nécessaire de revenir sur des sujets pareils en demandant la collaboration de nos amis qui sont dans la justice et qui ont à traiter tous les jours de ces problèmes qui sont très douloureux. La religion de l'islam est une religion de la morale, de l'éthique et de la justice véritable. Il ne faudrait pas, sous prétexte d'appliquer des lois partielles, oublier, si je peux utiliser le terme, les bases fondamentales de la religion. Par conséquent, il est impardonnable pour la société musulmane de voir sur ces trottoirs ou les trottoirs des grandes villes de certaines capitales arabo-musulmanes des femmes avec leurs enfants laissées à l'abandon le soir parce que le mari refuse, évidemment, sous des prétextes fallacieux de subvenir aux nécessités vitales de cette personne. Il y a un risque moral, il y a un risque physique puisqu'il peut y avoir des agressions pendant la nuit et l'ensemble de la communauté musulmane est interpellée pour trouver, comme le disait Zian il y a un moment, de trouver des réponses adéquates en fonction des changements sociaux qui sont intervenus dans nos sociétés, qui font que les frères aujourd'hui, malheureusement les frères, parfois même les pères, refusent de reprendre leurs filles ou de les reprendre sans leurs enfants, ce qui fait que la fille, n'ayant pas d'autre choix que d'abandonner soit ses enfants et de revenir seule à la maison paternelle ou de rester dehors, certaines de nos filles restent dehors parce qu'elles n'ont plus personne pour pouvoir couvrir leurs besoins. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Une autre question, c'est Dalia, qui est à Paris, qui est une universitaire, qui a réussi dans ses études. Elle a fait un 3e cycle, elle a une 40aine d'années. Et puis au bout de 40 ans, elle se pose la question parce qu'elle, évidemment, comme chacun, homme ou femme, elle voudrait faire un foyer, avoir des enfants. Et elle se pose la question sur la licité de ces annonces matrimoniales à travers des journaux ou à travers certaines chaînes de télévision spécialisées. Il y en a même en langue arabe, sur des satellites bien connus ou par voie Internet. Elle se pose la question, à partir du moment où la jeune fille ne met pas sa photo, à partir du moment où il n'y a pas une conversation privée entre elle et celui qui cherche une épouse ou l'inverse, est-ce que c'est licite? Évidemment, c'est un procédé qui n'était pas connu de nos sociétés.
Je pense que, et nous en avons discuté avant de répondre à cette question, je pense que parfois les gens oublient un certain nombre de sujets fondamentaux. Et ça rejoint la réponse que nous avions donnée à Madame Fatima il y a un moment en ce qui concerne le divorce. Lorsqu'on se marie, et c'est la culture musulmane, on ne prend pas uniquement un conjoint. On essaie de voir d'où est sorti ce conjoint. La famille dont vous êtes issu a joué un rôle fondamental d'abord dans votre personnalité, dans votre formation, dans votre parcours, et par conséquent même dans vos penchants. Et par conséquent, lorsque vous mettez une photo avec l'âge, les mensurations, les désirs verbalisé, vous risquez de n'avoir qu'une approche très partielle de la personne qui peut-être vous attire et vous allez demander sa main ou accepter sa demande en mariage s'il s'agit d'une jeune fille. C'est une méthode qui n'a pas l'aval du bon sens et du comportement habituel et traditionnel dans nos familles. Vous avez justement, c'est pour ça qu'on fait, comme on le dit en Algérie, une fatha avec une présence importante des hommes comme des femmes pendant cette cérémonie pour que les gens se connaissent, pour qu'ils puissent discuter, pour qu'ils voient quelles sont leurs visions de la vie. Est-ce qu'elle est conforme? Est-ce qu'elle est adaptable? Est-ce qu'il y a des chances de réussite à ce que ces deux jeunes puissent faire une famille qui tout de même arrivera à tenir la route et à maintenir un certain équilibre? Je crains que ces procédés via journaux, via revues, via Internet et via certaines chaînes satellitaires comporte plus de risques que de solutions. Je crois qu'aussi, et c'est là où je voudrais entraîner Mademoiselle Dalia, puisqu'il s'agit toujours de Mademoiselle Dalia de Paris, a une réflexion qui est profonde. Lorsqu'on s'engage dans un processus d'études, de vie, etc., lorsqu'on se déplace de sa famille d'origine, de sa région d'origine et des gens qui vous connaissent, il est certain qu'après 10, 15 ans ou 20 ans d'absence, vous êtes coupé de vos racines. Et les gens ne savent pas très bien s'ils demandent votre main ou si vous leur demandez la main de leur fille, qu'est-ce qu'ils ont derrière? Il faut les comprendre. Nous avons une responsabilité importante vis-à-vis de nos filles, vis-à-vis de nos garçons. Et par conséquent, je crois, et c'est un appel que je lance à l'ensemble de la communauté musulmane, n'arrivez pas à 40 ans et vous posez la question, oui, mais là où je suis, je ne connais plus personne. Et il faut se poser la question en maintenant des contacts étroits, c'est le rahim avec les proches, les cousins, les cousines, la famille, la région, etc. Et à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus simples que d'avoir fait un parcours pendant 20 ans où vous êtes devenu un inconnu pour les gens qui, normalement, vous connaissent. وبالله التوفيق وان شاء الله ربي على كل حال يجيب النصيب تاعو. Tout a été édicté dans l'éternité وان شاء الله ربي يقدر لك ما فيه الخير ليك ولجميع المؤمنين والمؤمنات. Siziane, Mariam, là aussi c'est une universitaire, elle est même chercheuse dans un laboratoire français, elle vit à Paris. Elle bénéficie en cas de déplacement pour ses sujets de recherche d'indemnités journalières. Ces indemnités, je pense, sont calculées en fonction de critères économiques et financiers dans le pays où elle est envoyée, pour assurer d'abord un travail de qualité, pour assurer peut-être sa sécurité, son confort éventuellement. Et elle voudrait un peu rogner, hein, faire des économies de bout de chandelle. Et si on lui donne 500 € par jour comme indemnité, c'est un chiffre que je donne comme ça, hein, elle voudra dépenser que 100 pour en garder 400, peut-être pour son usage personnel ou faire des cadeaux. Alors se pose la question, est-ce que c'est accepté ou pas, c'est licite ou pas de faire une chose pareille? Oui, c'est une question épineuse, on va essayer quand même de répondre et de dire l'essentiel autour de cette question. Premièrement, cette indemnité, une fois versée à cette dame-là ou à cette sœur